Donc le thème c'est Eurafrique, le rêve inachevé. Et donc je repars de très loin, et donc je repars du siècle dernier. C'est ce thème de l'Eurafrique qui a alimenté les réflexions politiques, et aujourd'hui encore, d'aucuns parlent d'ensemble eurafricain, tant les liens entre les continents se sont multipliés. Le rêve initial s'est mué en concept plus précis entre les deux guerres. Il a failli être mis en œuvre par l'axe Rome-Berlin, du temps du fascisme et du nazisme, pour être repris par les vainqueurs occidentaux, surtout, après le second conflit mondial, dans une optique totalement nouvelle. L'effacement de l'Europe occidentale, causé par sa perte de prestige, les velléités hégémoniques des deux supergrands et la montée des nationalismes conduiront les Européens à réduire leurs ambitions. Les nostalgiques de l'ordre ancien s'approchèrent encore à une vision passéiste du monde. D'autres privilégièrent l'établissement d'une sphère de co-développement entre les deux continents au lieu d'envisager une intégration pure et simple de l'Afrique dans un ensemble novateur, celui de l'Eurafrique. Alors, comme dans toutes les bonnes facs de droit, c'est un plan en deux parties. Donc, la première, c'est Europe impériale, un laboratoire d'idées pour l'Afrique. Quelques précurseurs ou visionnaires inventèrent, sans le nommer, le concept d'Eurafrique. Il s'agit, entre autres, de Saint-Simon, qui a signé à son Parlement européen une ambition précoloniale, et de Victor Hugo, qui, dans ses discours de 1879 sur l'Afrique, haranguait les Européens en ces termes, je cite, « Unissez-vous, allez au sud », déjà à l'époque. Si pour le premier, il s'agissait, je cite, de peupler le globe de la race européenne qui est supérieure à toutes les autres races d'hommes, fermez la parenthèse, vous voyez un peu l'anachronisme des discours politiques. Le second voyait dans le continent noir sous-peuplé une opportunité de donner naissance aux États-Unis d'Europe et de tendre vers l'unité des peuples du vieux continent. Donc, première sous-partie, l'élaboration du concept, l'entre-deux-guerres et la montée des fascismes. C'est en Europe continentale qu'a été conceptualisé le projet consistant à faire émerger un ensemble eurafricain susceptible de faire pièce au bloc américain et asiatique. L'initiateur en la matière fut un comte autrichien, pacifiste, internationaliste, qui envisageait l'unification du continent européen par une confédération d'États baptisée Pan-Europe. Donc ça fait plus d'un siècle. Après 1918, il était temps de songer à l'unité européenne, mais encore fallait-il trouver un thème fédérateur commun aux anciens belligérants. Celui de l'Afrique semblait convenir et recueillir l'assentiment de la plupart des pays européens. Au premier stade de sa mise en œuvre, ce plan prévoyait la constitution d'une fédération regroupant les États colonisateurs européens et supposait la mise en commun de leurs colonies africaines. Ainsi, l'Afrique aurait servi de réservoir de matières premières à tous les États européens membres de cet ensemble. En contrepartie, le vieux continent y aurait exporté produits finis et trop plein de main-d'œuvre, permettant ainsi à l'Europe d'isoler l'Afrique d'éventuels concurrents non européens. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, les réticences émanèrent dans un premier temps de l'Allemagne, qui conditionnait son accord à la rétrocession de ses colonies africaines passées sous mandat de la Société des Nations, dont l'ancien sud-ouest africain, une partie du Cameroun et en Afrique de l'Est également. Puis, tant l'Allemagne que l'Italie, faiblement dotées en matière de colonies, reprirent à leur compte ce concept qui pouvait leur laisser espérer de nouvelles opportunités. En Allemagne, le tropisme colonial n'est disparu d'ailleurs pas après l'armistice de 1918. Un puissant lobby colonial constitué de grandes sociétés capitalistes, d'associations et de ligues coloniales militantes favorisa la création de l'Union coloniale interparlementaire. Cette nostalgie de l'ancienne Afrique allemande se manifesta par des expositions coloniales et toute une série de publications soutenues par des firmes commerciales allemandes, déjà le business, c'était déjà.
Puis Otto Stresser, un des leaders nazis, avait milité en faveur, je cite, d'une zone européenne de coopération économique relative aux ressources de l'Afrique, de l'Est, de l'Europe et de l'Asie. Les propagandistes italiens et allemands reprirent à leur compte ce thème de leur Afrique, dans la mesure où il s'intégrait aisément dans les thèses de l'école géopolitique allemande du Panregionalisme. Il s'agissait d'un concept innovant reposant sur la division du monde en sphères d'influence longitudinales, vivant en quasi-autarcie, baptisée théorie des fuseaux géographiques. Quant à la Belgique, elle n'envisageait pas de partager sa souveraineté sur le Congo. Et en France, des hommes politiques comme Joseph Caillaux, Aristide Briand ou Albert Sarraut privilégièrent la réconciliation avec l'Allemagne dans un grand projet économique, à savoir la mise en valeur de l'Afrique. Enfin, comme d'habitude, la Grande-Bretagne demeurait étrangère à cette nouvelle ambition. Force est de constater que les intérêts particuliers des nations européennes continuaient majoritairement à prévaloir sur l'idée d'une Europe unifiée et puissante englobant l'Afrique. Deuxième sous-partie, le second conflit mondial a vu la réappropriation du concept de l'Afrique par l'Axe, Rome-Berlin. Dès l'arrivée au pouvoir de Mussolini puis d'Hitler, le thème de la colonisation de l'Afrique fut abordé à l'occasion de colloques, bien qu'il fût relativement secondaire, bien entendu, par rapport aux rivalités européennes. La fondation Volta, rien à voir avec la haute Volta, organisa à Rome 8 congrès entre 1931 et 1938. Celui de 1932 avait trait à l'unité européenne et celui de 1938 à l'étude des questions africaines. Les professeurs allemands traitèrent des revendications sur leurs anciennes colonies et reprirent le thème de leur Afrique à leur compte. Il fut question d'espace vital européen, de peuplement du continent africain par des Blancs et d'unité européenne qui en découlerait. Le concept d'Eurafrique, ainsi repris par les puissances de l'Axe, connut des inflexions au cours des années 39-45, au gré des victoires et des reculs des troupes allemandes. Plutôt que de se cantonner à la rétrocession de ses anciennes colonies, la propagande nazie préféra populariser le terme de l'Eurafrique. Celui-ci avait le mérite d'être plus mobilisateur auprès des Européens. Il ne s'agissait donc plus d'une revanche allemande, mais de la construction d'une Europe nouvelle. Jusqu'à la chute de Stalingrad en janvier 1943, la victoire du Troisième Reich incita Hitler à rendre populaire l'idée d'unification du continent européen sous la conduite de l'axe Rome-Berlin. Dès lors, il devenait impératif d'imaginer un programme politique et économique destiné à bâtir cette Europe de l'après-guerre. À plusieurs reprises, des entretiens bilatéraux contribuèrent à élaborer et à justifier la création de l'Eurafrique, imaginée par les vainqueurs d'alors. Hitler énonça ses ambitions pour, je cite, une Europe unifiée au sein d'une zone économique complétée des colonies africaines. Fin de citation. Le Duce en Italie avait déjà théorisé ce concept, mais bien avant les nazis, puisque dans son programme de 1919, il envisageait la création d'une fédération européenne colonisant l'Afrique. La péninsule italienne, si elle adhérait à l'idée de l'Eurafrique, n'en avait pas moins une conception différente compte tenu de sa proximité géographique avec l'Afrique, du souvenir de la Rome impériale et africaine, ainsi que de sa frustration de n'avoir pu se tailler un empire colonial à sa mesure. Bordée par la Méditerranée, elle considérait ce lac comme une partie intégrante de leur Afrique. Si l'Allemagne souhaitait une Afrique pour tous les Européens, l'Italie introduisait un système de proportionnalité en fonction de l'importance de chaque pays européen. La guerre éclair à l'Est, laissant place à un enlisement face à l'URSS, fit changer la rhétorique de l'Allemagne et de l'Italie, bien entendu. Désormais, il ne s'agissait plus uniquement d'instaurer un nouvel ordre continental en Europe, mais de lutter contre le péril bolchevique et, je cite, les plutocraties occidentales. L'Afrique et ses richesses devaient désormais être accessibles à tous les pays européens, sans exclusive, y compris à ceux qui ne disposaient pas de colonies.
Mais quid des puissances coloniales vaincues? La France de Vichy demeura relativement ambiguë sur le sujet de l'Eurafrique. L'aile collaborationniste la plus proche de l'Allemagne sembla y porter un certain intérêt, alors que le maréchal Pétain estimait, comme le général de Gaulle d'ailleurs, que c'est de l'Empire que viendrait le salut de la France. En Belgique, si certains envisagèrent l'Eurafrique avec enthousiasme, que ce soit des collaborationnistes ou des intellectuels repliés en zone libre, d'autres, surtout après le début des revers allemands à l'Est, firent preuve d'un réflexe consistant à revendiquer le maintien de la propriété du Congo. Cela permettait à un petit pays comme le leur de prétendre jouer en Europe un rôle inversement proportionnel à sa taille. Deuxième partie de mon exposé, il va porter sur l'adaptation à la donne de l'après-guerre. Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale furent catastrophiques pour l'Europe sur tous les plans. La victoire des Alliés déboucha sur la guerre froide et remit en question la prédominance européenne dans le monde. Les USA et l'URSS virent d'un mauvais œil le maintien des Européens en Afrique, surtout sous la forme d'un ensemble eurafricain qui se rêvait autonome. La seule initiative inclusive, englobant l'intégralité de l'Europe continentale, de la Grande-Bretagne et de l'Afrique, émana de Sir Edward Mosley, ancien leader des Black Shirts et fondateur de l'Union Movement en 1948, avec son slogan « Europe, a Nation ». Il militait pour une Europe unitaire, intégrant une grande partie de l'Afrique qui serait sous domination blanche et dans laquelle chaque puissance coloniale apporterait ses propres possessions. La population non blanche aurait été limitée à une nation au sud du continent dans un souci de protection, de protectorat, inspiré de la doctrine Monroe pour l'Amérique du Sud. Mais les principes qui sous-tendaient ce projet étaient totalement incompatibles avec l'état d'esprit de l'après-guerre. Il ne resta plus que des ersatz de cette grande idée. L'Union française, la communauté et l'Eurafrique fut la première. Contrairement à des interprétations partisanes sur la conférence de Brazzaville du début 1944, celle-ci n'envisageait aucunement les indépendances, mais la transformation de l'Empire en Union française, qui vit d'ailleurs le jour en 1946. Dans ce contexte, le bloc franco-africain fut évoqué dans le cadre d'une certaine complémentarité naturelle. Le terme d'Eurafrique fut alors régulièrement employé pour justifier la présence française dans ces possessions africaines. En plus des arguments classiques déjà évoqués dans les projets de l'entre-deux-guerres, d'autres plus contemporains étaient mis en avant. Il s'agissait en premier lieu de faire cesser les velléités nationalistes dans les colonies en développant le continent à un rythme soutenu. En second lieu, le volet militaire et stratégique s'invitait dans le débat. Ce condominium européen, qui ne disait pas son nom, aurait fait obstacle aux velléités américaines et soviétiques de subversion dans ces territoires. Enfin, en cas d'invasion de l'Europe occidentale par l'Union soviétique, l'Afrique aurait pu servir de base de repli permettant aux Occidentaux de refaire leurs forces. Guy Mollet, ancien président du Conseil, déclarait à l'époque, même clairement en 1957, que, je cite, « l'Afrique serait la réalité de demain ». Cependant, le coût financier des investissements excédant les moyens de la France sortie affaiblie de la guerre, la tentation fut grande d'en faire partager le prix avec ses voisins européens. Non seulement ces derniers y étaient défavorables, mais des résistances se firent jour au sein de la classe politique française. Deuxième sous-partie, la construction européenne fut également l'occasion de raccrocher l'Afrique au vieux continent. La crise de Suez de 1956 sonna le glas des espoirs de maintien durable des colonies d'Afrique dans l'ensemble français. Certes, il y eut des raidissements, la crise algérienne en fut un, et des tentatives de transformation comme la communauté vite abandonnée. Mais les responsables politiques à l'époque se rendirent rapidement compte que les vents du changement, pour reprendre l'expression de Sir Harold Macmillan, soufflaient trop fort pour persévérer. Si des partisans du maintien du drapeau tricolore en Afrique se bercèrent d'illusions, d'autres envisagèrent un autre destin pour la France. Il est d'ailleurs symptomatique de noter la simultanéité de la décolonisation
avec le début de la construction européenne. Si en mars 1948, le pacte de Bruxelles, signé par la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, la Hollande et le Luxembourg, envisageait la question de l'Eurafrique, dès la création de la CECA, la communauté charbon-acier, en 1951, il n'en fut plus fait mention du tout. Il en alla de même pour la défunte communauté européenne de défense, traité signé, comme vous le savez, en mai 1952, mais rejeté par l'Assemblée nationale française. Le marché commun, institué par le traité de Rome de 1957, adopta une solution intermédiaire. Elle consista à admettre le principe de l'association des territoires d'outre-mer, comme le souhaitait la France, mais son champ d'application était limité au développement économique, social et culturel de ces territoires. Peut-on néanmoins considérer cette construction comme la réalisation de l'Eurafrique? Il est permis d'en douter, car il ne s'agit en aucune manière d'un projet revendiqué comme tel. L'absence de la Grande-Bretagne, avec ses dominions et ses colonies, ainsi que du Portugal, réduisait sa portée au plan international, et les accords signés depuis entre l'Europe et l'Afrique, comme les fameuses conventions de Yaoundé, de Lomé, de Cotonou et les suivantes, sont bien éloignés du concept original. Il y a eu quand même, jusqu'à une période récente, un certain nombre de variations sur le thème de l'Eurafrique. En effet, même si ce terme même d'Eurafrique a pendant un siècle fait référence à des projets polymorphes, ils avaient en commun de créer un ensemble nouveau comprenant les deux continents. La configuration mondiale actuelle rend indubitablement sa réalisation illusoire. Pourtant, le mot d'Eurafrique ressurgit périodiquement à l'occasion de discours politiques qui se veulent novateurs lors des grands-messes franco-africaines. Déjà, le président François Mitterrand avait déclaré que la mer Méditerranée était, je cite, le lac bleu qui brillait au cœur de l'Eurafrique. C'est Jacques Chirac qui, sans évoquer directement l'Eurafrique, déclara en 2005, je cite, « L'Europe ne se désintéresse pas de l'Afrique. Le cas échéant, la France rappellerait l'Union européenne à ses responsabilités vis-à-vis de son voisin du Sud, le continent africain. L'Union européenne a parfaitement conscience qu'elle ne peut pas envisager l'avenir sans avoir un lien fort avec son voisin du Sud, qui n'est pas seulement l'Afrique du Nord, mais également l'Afrique tout entière. » Fin de citation. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'il invitera au 24e sommet France-Afrique de Cannes, en 2007, auquel j'ai assisté, la chancelière allemande Angela Merkel, qui était alors présidente en exercice de l'Union européenne. Mais à une question posée par une journaliste chinoise, la seule d'ailleurs, le président français lui avait répondu qu'il appelait de ses vœux une coopération avec la Chine pour relever les défis de l'Afrique. On était donc très loin de l'Eurafrique qui voulait établir des rapports exclusifs entre les deux continents. C'est ce qu'on appelle en français tendre la perche à l'ennemi. Le discours contesté prononcé par le président Sarkozy à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar n'hésita pas à se réapproprier le terme d'Eurafrique, qui aux yeux de ses détracteurs n'était qu'une version modernisée de la France-Afrique et du néocolonialisme. Je le cite, « Ce que veut faire la France avec l'Afrique, c'est préparer l'avènement de leur Afrique, ce grand destin commun qui attend l'Europe et l'Afrique, et de lier le sort des deux continents. » Au-delà du discours passionné et des grandes déclarations d'intention, force est de constater qu'à l'instar de son prédécesseur, le président français cherchait à impliquer le reste de l'Europe. Son but était bien évidemment de mutualiser ses efforts en Afrique et de réorienter la diplomatie française de la construction européenne vers une stratégie multilatérale. Le président Emmanuel Macron, à son tour, ne s'est pas hasardé, lui, à ressortir le terme d'Eurafrique. Dans ses discours de Ouagadougou et d'Abidjan en 2017, il a plutôt parlé de partenariat UE-Afrique, qui est plus conforme aux relations présentes et futures des deux continents. Le président Macron, qui est un afro-réaliste, tout en souhaitant maintenir des liens étroits avec le continent, tient compte en même temps, comme il dit, des réticences des autres pays européens suscitées par les questions démographiques, migratoires, de terrorisme et d'engagement militaire. Le grand projet eurafricain de Dominique de Villepin,
aura le courage de promouvoir leur Afrique moderne en 2015 en le déclinant en 3 volets. Une coopération politique favorisant l'enracinement de la démocratie, la coopération économique tournée vers les infrastructures et les réseaux, ainsi que la culture. Il y était question d'interdépendance et de complémentarité. Villepin résumait ainsi sa pensée, je cite, « Il existe aussi une troisième voie, qui est celle d'un afro-réalisme tourné vers l'avenir, seul rempart tangible au repris identitaire et à la propagation de l'insécurité internationale. » Le concept d'Eurafrique, imaginé à la fin du XIXe siècle, popularisé pendant une grande partie du XXe, avec des réapparitions en ce début du XXIe siècle, était-il une utopie ou une construction intellectuelle susceptible de changer les grands équilibres du monde? Si l'on s'en tient au fait que ce projet n'a jamais vraiment été concrétisé, on penchera pour le premier qualificatif. Toutefois, les occasions manquées ont bien et bien existé. Après le désastre du premier conflit mondial, on pouvait sentir confusément qu'il était temps de s'entendre sur un projet commun susceptible de dépasser les antagonismes en toute puissance. L'Eurafrique en était un. Mais nul n'était prêt à faire les sacrifices impliquant de mettre ces colonies en commun au nom de la réconciliation européenne. La seconde occasion manquée fut celle envisagée par les puissances de l'Axe, avec le consentement tacite du régime de Vichy. Toutefois, une Eurafrique sans les colonies britanniques avait-elle vraiment un sens? En tout état de cause, la défaite de ses concepteurs entraîna l'abandon de l'Eurafrique dans sa version fasciste. À la fin des années 40, Sir Edward Mosley fut le seul à envisager une Europe unitaire, Grande-Bretagne incluse, mettant ses colonies africaines en commun pour constituer un ensemble eurafricain. Mais le modèle de développement de ce projet, et surtout le passé de son concepteur, en condamnait la réalisation. Enfin, la France essaya d'impliquer l'Europe naissante dans le but de sauver ses intérêts en Afrique. Le contexte international ne le permettait déjà plus et les partenaires européens n'étaient de toutes les façons pas enclins à servir de paravent au colonialisme ou au néocolonialisme français. Les égoïsmes nationaux, le contexte international et la philosophie même d'un projet impliquant un lien de subordination d'un continent vis-à-vis d'un autre, eurent raison de cette construction intellectuelle d'un autre âge. L'utilisation abusive du terme d'Eurafrique par des hommes politiques contemporains n'est qu'un slogan vide de sens. L'heure n'est plus à l'Eurafrique, ni aux chasses gardées. L'Europe et l'Afrique ont aujourd'hui des destins globalement distincts et bien souvent des intérêts divergents, ce qui n'exclut pas les coopérations et le maintien de liens historiques. Faire abstraction des peurs réciproques liées au déséquilibre démographique, à l'immigration de masse, à l'instabilité d'une partie de l'Afrique, n'est sûrement pas une bonne base de départ pour des relations harmonieuses entre des États du Nord et ceux du Sud. Laisser croire aux Africains que l'Europe a le pouvoir de changer leur destin fait sans doute partie des discours convenus, mais la réalité est tout autre. Le monde est ouvert et la compétition est rude sur le sol africain. Le projet chinois des routes de la soie étendu à l'Afrique est un exemple de nouvelle collaboration entre plusieurs continents. La réunion du FOCAC, le Forum de coopération sino-africain, qui s'est déroulé il y a quelques jours à Pékin, prouve bien qu'il sera difficile aux pays africains de résister aux 60 milliards de dollars promis par la Chine sur 3 ans. Les temps ont changé et l'Europe sera de plus en plus un partenaire mineur de l'Afrique. Je vous remercie.